Le porte-avions français, le Charles de Gaulle, est en route pour se rapprocher du détroit d'Ormuz, le tout dans un contexte de regain de tension entre les États-Unis et l'Iran ces dernières heures. Mais alors, que vient faire la France dans tout ça? Pourquoi est-ce que la France envoie son porte-avions à proximité? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. On va voir tout ça ensemble sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. C'est donc mercredi que la France a annoncé le déploiement de son porte-avions, le Charles de Gaulle donc, en direction du golfe d'Aden. C'est un espace maritime situé entre la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Le porte-avions donc se rapproche du détroit d'Ormuz, un passage stratégique et majeur dans l'exportation mondiale de pétrole, et un passage, vous le savez normalement si vous suivez la chaîne, qui est bloqué par l'Iran depuis le début de la guerre à grande échelle au Moyen-Orient, et en réaction donc aux bombardements états-uniens et israéliens sur l'Iran. Bon, sachant au passage qu'il n'y a pas que l'Iran désormais qui bloque ce détroit, puisque les États-Unis d'une certaine façon le bloquent aussi. Les États-Unis en effet bloquent de leur côté les ports iraniens qui sont situés à proximité. Il y a donc une sorte de double blocage, on en a parlé cette semaine sur la chaîne. Alors le Charles de Gaulle, c'est donc un porte-avions de 261 mètres de long avec près de 2000 marins et aviateurs à bord, mais aussi une vingtaine d'avions de chasse des Rafales. C'est aussi un navire à propulsion nucléaire, ce qui lui permet de rester en mer très longtemps sans ravitaillement, et il ne navigue jamais seul. Autour de lui, il y a tout un groupe de navires de guerre qui sont capables de détecter et de contrer des menaces aériennes, des menaces maritimes ou encore des menaces sous-marines. Et pour revenir donc à notre sujet du jour, il faut savoir que le Charles de Gaulle, il n'était pas initialement prévu dans cette zone près du détroit d'Ormuz. En fait, il est parti de Toulon pour une mission au départ dans l'Atlantique Nord, et puis il a été redirigé finalement début mars vers la Méditerranée, après justement le début des bombardements israéliens et états-uniens contre l'Iran. Depuis, officiellement, il est en posture défensive avec un objectif, celui de protéger les intérêts français et les intérêts des alliés de la France dans la région. Alors maintenant qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'il se rapproche maintenant encore davantage du détroit d'Ormuz? Eh bien, ce mercredi, le Charles de Gaulle a donc franchi le canal de Suez qui connecte la mer Méditerranée et la mer Rouge. À partir de là, donc, il entre dans une zone qui est beaucoup plus sensible et selon les estimations, il pourrait être en position d'intervenir à proximité du détroit d'Ormuz en moins d'une semaine. Et ce timing, évidemment, il n'est pas anodin puisque ces derniers jours, la situation, elle s'est encore tendue dans la région. Il y a notamment un porte-conteneur de l'armateur français CMA-CGM qui a été touché par un projectile iranien dans le détroit, faisant plusieurs blessés alors qu'il se trouvait à ce moment-là sous escorte états-unienne. Et d'ailleurs, cette tentative du côté des États-Unis d'escorter comme ça les navires à travers le détroit d'Ormuz, cette tentative, elle a été suspendue par les États-Unis le temps d'évaluer la possibilité de négociation ou d'un nouvel accord avec l'Iran. Il y a à noter au passage que selon Emmanuel Macron, l'attaque qui a touché le porte-conteneur français de CMA-CGM ne visait en aucun cas spécifiquement la France. Alors maintenant, allons au cœur du sujet. Pourquoi est-ce que le porte-avions est si proche? Eh bien, il faut savoir que depuis plusieurs semaines, la France et le Royaume-Uni travaillent avec une cinquantaine de pays, mais sans les États-Unis, sur une initiative qu'ils affichent comme étant neutre sur la sécurisation de ce détroit d'Ormuz. Et l'objectif affiché, c'est quoi? Eh bien, c'est de protéger les navires marchands, de rassurer aussi les acteurs du transport maritime et de préparer des opérations de déminage dans la zone, puisque des mines auraient été posées par l'Iran dans ce détroit. Sauf que, attention, toutes ces opérations-là, elles ne se feraient que uniquement en cas de cessez-le-feu durable de signer. Et c'est là, au passage, un point de nuance important, mais qu'il faut saisir, parce que j'en suis conscient, il y a des déclarations de tous les côtés et c'est un peu dur parfois de suivre ce qui se passe. L'objectif des États-Unis jusqu'à encore récemment, c'était vraiment d'escorter des navires malgré donc le désaccord de l'Iran et de faire en sorte malgré tout de forcer en quelque sorte le passage pour faire passer des navires, tandis que la stratégie du Royaume-Uni ou encore de la France, c'est une position, une stratégie qui est différente. Eux veulent qu'il y ait d'abord un accord pour ensuite rassurer les navires qui sont présents et les aider à pouvoir passer une fois en quelque sorte que la situation est plus calme. Bref, vous l'avez compris, globalement, cette mission potentielle de la France, du Royaume-Uni et des autres pays, elle ne peut pas se faire sans accord préalable de l'Iran, puisque le risque autrement, c'est que l'Iran se mette à attaquer, soit justement des navires qui tentent de passer, soit le Royaume-Uni ou la France qui tenterait d'aider justement ces navires. Et plus largement donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France cherche à traiter la question du
du détroit d'Ormuz, séparément en quelque sorte du reste du conflit et de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Pour la France et pour plusieurs pays européens, en fait, le détroit d'Ormuz, c'est un sujet à part entière qui ne devrait pas être conditionné à des négociations plus larges sur le nucléaire iranien ou sur la situation militaire en cours. Alors maintenant, est-ce qu'on peut réellement séparer la question du détroit d'Ormuz des négociations actuelles? Évidemment non, ça on en a beaucoup parlé sur la chaîne. L'Iran en fait un levier très important, c'est une façon pour l'Iran de résister face aux États-Unis et face à Israël. Autrement dit, aujourd'hui, pour dire les choses simplement, on imagine mal l'Iran dire allons-y, allons réouvrir comme ça le détroit d'Ormuz et en parallèle, on va aller négocier. Mais en tout cas, donc, la France et une cinquantaine d'autres pays se tiennent prêts à pouvoir accompagner cette réouverture. En tout cas, en parallèle, ce qui est sûr, c'est que la situation, elle reste tendue. Il y a notamment 3 navires états-uniens qui traversaient le détroit d'Ormuz, qui ont été visés par des missiles et par des drones iraniens, selon les États-Unis, qui affirment les avoir interceptés sans dommage. En riposte, l'armée états-unienne a frappé des installations militaires iraniennes. Il y a des sites de lancement de missiles et de drones, des centres de commandement et des bases de renseignement qui auraient été touchés. Dernière information pour terminer, les États-Unis ont affirmé ce vendredi avoir frappé 2 pétroliers iraniens qui tentaient de dépasser le blocus états-unien. Pour rappel donc, les États-Unis qui bloquent les ports iraniens en ce moment. Mais malgré toutes ces tensions, Donald Trump affirme que le cessez-le-feu, il tient toujours et que les incidents en cours ne sont que des broutilles. L'Iran accuse au contraire les États-Unis d'avoir violé la trêve en attaquant d'abord et avant tout un pétrolier iranien. On continuera en cette fin de semaine à suivre l'évolution de la situation. Je pense que vous le savez. Rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à toutes et à tous, on commence avec cette actu. L'Ukraine a fait état de 850 frappes de drones russes dans la nuit de jeudi à vendredi, alors même que la Russie avait annoncé une trêve de 2 jours, le temps des commémorations de la victoire du pays sur l'Allemagne nazie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de ne pas avoir fait, je cite, la moindre tentative pour respecter la trêve. De son côté, la Russie affirme avoir détruit plus de 250 drones ukrainiens depuis le début de la trêve. Selon Volodymyr Zelensky, il s'agit de réponses aux attaques russes. Parallèlement à ça, la Russie a appelé la population et les diplomates étrangers à quitter Kiev, la capitale de l'Ukraine, menaçant de lancer une frappe massive au cœur de la ville si l'Ukraine venait à perturber le défilé militaire qui sera organisé ce samedi à Moscou, la capitale de la Russie. Deuxième actu, le président des États-Unis Donald Trump a lancé un ultimatum à l'Union européenne, lui laissant jusqu'au 4 juillet pour respecter l'accord commercial entre les deux parties. Il l'a indiqué ce jeudi à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE avec qui il s'est entretenu. Cet accord, qui a été conclu en juillet dernier, prévoit la suppression des taxes douanières sur les importations américaines en Europe et un plafonnement à 15% des droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis. Si l'accord n'est pas respecté, Donald Trump menace de faire bondir les droits de douane, je cite, à un niveau beaucoup plus élevé. Pour rappel, lorsqu'un pays impose des droits de douane, ce sont les importateurs qui les paient. Donc si les États-Unis taxent des produits européens, ce sont les entreprises américaines qui paient plus cher pour importer des produits européens, ce qui peut les pousser à moins commercer avec l'Europe. Ursula von der Leyen a déclaré sur X être pleinement engagée à la mise en œuvre de cet accord. Troisième actu, le gouvernement français a annoncé le retour de son ambassadeur Stéphane Romaté en Algérie ce vendredi, qui reprendra ses activités. En fait, l'ambassadeur avait été expulsé du pays le 17 avril 2025, en même temps que 11 autres agents français en poste en Algérie, à la suite de tensions diplomatiques entre les deux pays. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce format des actus du jour. Et donc ce retour de l'ambassadeur, il s'inscrit dans une phase de dégel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, a notamment confirmé ce jeudi que l'Algérie avait facilité l'expulsion de 140 Algériens en situation irrégulière. De son côté, Emmanuel Macron a indiqué vouloir, je cite, restaurer un dialogue efficace avec l'Algérie, avec une attention prioritaire au retour de Christophe Glaise, un journaliste français condamné à 7 ans de prison en Algérie, qui espère une grâce du président algérien. Quatrième actu, une enquête sur des soupçons de fraude autour de formations aux médias, dont aurait notamment bénéficié Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a été ouverte par le parquet européen. Le parti est soupçonné d'avoir utilisé des fonds européens, normalement destinés à financer le travail des eurodéputés, pour former ses membres à s'adresser aux médias en vue de la campagne présidentielle de 2022. À ce moment-là, Jordan Bardella dirigeait le parti par intérim et jouait un rôle actif dans la campagne de Marine Le Pen. Au total, 133 000 €
d'euros auraient été dépensés. Alors cette affaire, elle avait été révélée par le Canard enchaîné et elle avait donné lieu à une plainte de l'association AC Anticorruption pour détournement de fonds publics. Le dossier a ensuite été transmis au parquet européen. De son côté, le Rassemblement national conteste ces accusations et Jordan Bardella a déclaré se tenir à la disposition du parquet. Marine Le Pen a quant à elle dénoncé ce vendredi une manœuvre pour salir Jordan Bardella. À noter que Marine Le Pen a été condamnée en mars 2025 à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour avoir détourné 2,9 millions d'euros de fonds européens, notamment en utilisant les assistants parlementaires européens au service de son parti. Elle a fait appel de cette condamnation et la décision sera rendue le 7 juillet 2026. Cinquième actu, 270 personnes soupçonnées de trafic de médicaments ont été arrêtées dans plus de 90 pays par Interpol, l'organisation internationale de coopération policière qui regroupe 196 pays. L'opération Pangea 18, qui s'est déroulée simultanément sur plusieurs continents, a permis la saisie de plus de 6 millions de médicaments illicites, contrefaits ou non homologués. Au total, il y avait pour 15,5 milliards de dollars de marchandises. Cette opération a notamment permis le démantèlement d'une usine de production clandestine de médicaments en Bulgarie, la confiscation de 384 000 gélules antibiotiques au Burkina Faso ou encore la découverte d'une tonne d'ibuprofène en Côte d'Ivoire. Parmi ces produits, on retrouve des remèdes contre les troubles de l'érection, des sédatifs, des antibiotiques ou encore des produits pour aider à l'arrêt de la cigarette. Le secrétaire général d'Interpol précise que la consommation de ces produits peut parfois être, je cite, grave, voire fatale. Et on finit avec cette actu, les restitutions d'œuvres pillées par la France durant la colonisation vont être facilitées. C'est ce que prévoit une loi cadre adoptée par le Parlement français ce jeudi. Ces œuvres, qui ont été acquises de manière illicite, appartiennent pour la plupart à des musées ou des collections françaises. Si les demandes d'extradition ne sont pas nouvelles, elles sont très difficilement mises en œuvre pour des raisons administratives. Cette loi va donc faciliter leur sortie et leur extradition vers leur pays d'origine lorsque celui-ci en formulera la demande. À noter que seuls les biens acquis entre 1815 et 1972 sont concernés. Le caractère illicite de l'appropriation sera vérifié et 2 commissions, une scientifique et une représentante du Parlement, devront être consultées à chaque demande. Cette loi ne concerne pas les territoires d'outre-mer. Le gouvernement français a néanmoins annoncé soutenir une proposition de loi pour permettre le rapatriement en Guyane des dépouilles des Amérindiens Kalina, conservées à Paris depuis la fin du 19e siècle. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Pour suivre l'actualité ce week-end, vous le savez, rendez-vous sur Instagram donc, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez de vos retours, comme d'habitude sur ce format, il y a plein de nouveautés qui vont arriver dans les prochains jours, mais donc n'hésitez pas à réagir à tout point de vue dans les commentaires. Je prends le temps de lire tout ça et de répondre aussi potentiellement à quelques questions dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.